s'intéresser dans cette vidéo à la question du calcul de la puissance d'un test. Nous allons d'abord revenir sur certaines notions, notamment l'erreur de type 1, l'erreur de type 2 et la notion de puissance statistique. Qu'est-ce que l'erreur de type 1 ? Faire une erreur de type 1 consiste à rejeter l'hypothèse nulle quand, dans la réalité, elle est vraie. C'est le risque de conclure une différence là où il n'y en a pas. On appelle ça aussi le risque de première espèce ou le faux positif. L'erreur de type 2, ça consiste à ne pas rejeter H0 l'hypothèse nulle quand dans la réalité elle est fausse. C'est le risque de ne pas mettre en évidence une différence qui pourtant existe. On appelle ça aussi le risque de seconde espèce ou le faux négatif. Quand nous traitons des données et que nous formulons des conclusions statistiques, nous ne pouvons pas savoir si nous avons pris la bonne décision ou si nous avons commis une de ces deux erreurs. Alors supposons que nous testions l'hypothèse selon laquelle les scores que nous avons relevés sont par exemple supérieurs à 20. Nous allons poser les hypothèses suivantes. Selon H0, les scores que nous avons relevés sont égaux à 20. Et selon l'hypothèse alternative, les scores que nous avons relevés sont supérieurs à 20. Nous allons procéder au test statistique et on va finir par conclure qu'il y a un effet, que c'est significatif, admettons. Donc H0 ici serait rejeté. Alors en pratique, nous ne saurons tout simplement pas dans laquelle de ces deux situations nous sommes. Soit en vérité H0 l'hypothèse nulle est fausse et nous l'avons rejetée, nous avons donc pris la bonne décision. Mais il peut aussi se produire ceci, en réalité H0 est vrai et nous l'avons rejeté, nous avons donc commis une erreur de type 1. Alors supposons que nous réalisons le même test mais que cette fois-ci la conclusion est celle-ci, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle H0 au seuil alpha fixé. Ici aussi, une de ces deux choses s'est produite, soit en réalité, l'hypothèse nulle H0 est vraie et nous ne l'avons pas rejetée, nous avons pris la bonne décision. Mais peut-être que nous sommes dans ce cas de figure, en réalité H0 est fausse et nous ne l'avons pas rejetée, nous avons donc commis une erreur de type 2. Si nous résumons ça dans un tableau récapitulatif, on pourra obtenir par exemple ceci. Au-dessus, donc au niveau de la première ligne, il y a la réalité sous-jacente. Cette réalité sera toujours inconnue pour nous. À gauche, on peut voir la conclusion donnée par le test. Ça, on le connaîtra une fois qu'on aura réalisé le test statistique. Alors, si on finit, après le test, par ne pas rejeter H0, l'hypothèse nulle, la conclusion du test donc est non significative dans ce cas-là, et que dans la réalité, H0 est vrai, les différences que nous avons relevées sont bien liées au hasard de l'échantillonnage, eh bien, on aura pris la bonne décision. Si la conclusion du test reste la même, le résultat donc du test est non significatif, on décide de conserver l'hypothèse nulle, mais que cette fois-ci, dans la réalité, H0 est fausse, autrement dit, c'est H1 qui est vrai. Les différences ici ne sont en réalité pas liées au hasard de l'échantillonnage, par exemple, eh bien, on a fait une erreur de type 2. Si on finit après le test par rejeter H0, cette fois-ci, la conclusion du test, donc ici, serait significative, et que dans la réalité sous-jacente, c'est H1 qui est vrai, eh bien, on aura pris la bonne décision. Et enfin, si la conclusion du test reste la même, on décide de rejeter H0, les différences sont significatives, mais que cette fois-ci, dans la réalité sous-jacente, c'est H0 qui est vrai, eh bien, on aura commis une erreur de type 1 ici. Si on illustre les deux types d'erreurs par un exemple, ça pourrait donner ceci. L'erreur de type 1 consiste donc à diagnostiquer quelqu'un qui, en réalité, n'est pas concerné, comme ici, un médecin qui va affirmer à un homme qui, visiblement, n'est pas enceinte, qu'il est enceinte. L'erreur de type 2 pourrait être illustrée aussi de cette façon, ça consisterait donc à ne pas diagnostiquer quelqu'un qui, en réalité, est concerné, comme par cet exemple où le médecin dit à une femme qui, visiblement, est enceinte, qu'en réalité, elle n'y est pas. Alors souvenez-vous qu'en statistique, quand un résultat est non significatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence ou qu'on vient de prouver l'absence de quelque chose. En statistique, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et donc avec un résultat non significatif, on ne sait jamais s'il n'y a pas d'effet dans la réalité ou si nous n'avons pas réussi à le détecter. Et donc, on ne conclura pas en affirmant « vous n'êtes pas enceinte » dans ce cas-là. On devrait plutôt conclure de cette façon « on ne sait pas si vous êtes enceinte » ou alors « on ne peut pas affirmer que vous êtes enceinte ». Alors évidemment, puisque personne n'aime être diagnostiqué à tort, nous avons décidé de réduire la probabilité de survenue d'une erreur de type 1 de telle manière à ne rejeter H0 l'hypothèse nulle que quand on peut dire qu'on est vraiment au-delà de tout doute raisonnable. Cette probabilité de survenue d'une erreur de type 1 est typiquement donc représentée par alpha. Nous pouvons être amenés à choisir la probabilité de survenue d'une erreur de type 1 que nous jugeons appropriée. L'erreur du type 1, c'est bien le rejet de H0 l'hypothèse nulle quand en réalité elle est vraie. Alors par convention, le maximum accepté de ce risque est de 5%. Cette probabilité maximum correspond au seuil de significativité du test.
En langage statistique, on dira que la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle à H0 quand celle-ci est vraie correspond à alpha. Alors si on reprend notre exemple de tout à l'heure, supposons que nous testions l'hypothèse selon laquelle les scores que nous avons relevés sont supérieurs à 20 et qu'on souhaite illustrer alpha. Dessinons nos deux courbes. Notre hypothèse est que les scores que nous avons relevés, avec une moyenne de 24 admettons, sont supérieurs à 20, puisque alpha c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle H0 dans le cas de figure où H0 est vrai en réalité, eh bien on va se baser sur la distribution sous H0 pour localiser alpha. Donc je vais mettre cette distribution devant, et alpha, ça va correspondre à cette partie, à cette aire-là. En langage statistique, on pourra noter que la proportion qui est située après le seuil alpha correspond donc à la probabilité de rejeter H0 quand celle-ci est vraie. Et donc ça correspond à la probabilité alpha. Supposons maintenant que dans la réalité, H0 soit toujours vrai, mais que cette fois-ci, on ne rejette pas H0. On conclut que le résultat du test est non significatif. On a donc pris une bonne décision. On cherche donc ici 1 moins alpha. 1 moins alpha, ça correspond donc à cette partie, et donc à la probabilité de conserver correctement H0 dans le cas où H0 doit être conservé. Admettons maintenant que dans la réalité, c'est finalement H1 l'hypothèse alternative qui est vraie, et qu'on se trompe en disant qu'il n'y a pas d'effet. On aura commis donc une erreur de deuxième espèce, une erreur de type 2, représentée typiquement par bêta. Si je remets mes graphiques, puisque bêta, c'est la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle dans le cas de figure où H1 est vrai en réalité, on va se baser sur la distribution H1 pour localiser bêta. Et donc, je vais faire passer cette distribution devant. Bêta est la probabilité de survenue d'une erreur de type 2, ça correspond à la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle H0 alors que celle-ci est en réalité fausse. Donc si je dessine bêta sur mon schéma, ça correspond à cette partie-là. En langage statistique, on pourra noter que la proportion située après le seuil alpha, mais appartenant cette fois-ci à la distribution sous H1, correspond à la probabilité de ne pas rejeter H0 quand c'est H1 qui est vrai. Et ça correspond à bêta. Supposons maintenant que dans la réalité, donc H1 est toujours vrai, mais cette fois-ci, on décide de rejeter H0 à l'issue du test. On conclut que le résultat du test est significatif. On aura donc pris une bonne décision. Ici, on cherche donc 1 moins bêta, qui correspond donc à la probabilité de détecter correctement H1 dans le cas où H0 doit être rejeté. C'est la probabilité de voir une différence quand il y en a effectivement une. Et ça correspond à la puissance du test. Pour comprendre la logique du calcul de la puissance d'un test, nous baserons sur le test Z et uniquement sur ce test-là. Des logiques similaires sont valables pour calculer la puissance à partir d'autres types de tests. Alors attention parce que le test Z c'est différent du score Z. Avec le test Z, on va calculer une version standardisée d'une moyenne d'échantillons qu'on veut comparer à celle d'une population ou d'une norme, et pas simplement une version standardisée d'une seule observation. Pour le test Z, la variance de la population est supposée connue. Alors concrètement, ça implique qu'on va opter pour ce test-là dans les cas où on a extrait un échantillon à partir d'une population normalement distribuée dont nous connaissons la variance, et on va vouloir donc comparer cet échantillon à cette norme, c'est-à-dire sa population. On utilisera le glossaire suivant pour les symboles. Ici, x bar correspondra à la moyenne de l'échantillon qui est issu de la population. Petit n correspondra à l'effectif de l'échantillon. Le symbole mu correspondra à la moyenne de la population dont est extrait cet échantillon. Sigma correspondra à l'écart type de la population. Quelles sont les étapes pour réaliser le test Z ? Supposons que dans une région géographique donnée, la moyenne des résultats d'un test de lecture soit de 102, avec un écart type de 32 points. Nous nous intéressons au score de 37 élèves d'une école donnée de cette région qui ont obtenu un score moyen de 92. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce score moyen de 92 est-il nettement inférieur à la moyenne régionale ? Autrement dit, est-ce que les élèves de cette école-là sont comparables à un échantillon aléatoire de 37 élèves de la région, ou est-ce que leurs scores sont particulièrement bas ? On va réaliser le test Z pour déterminer si H0 peut être rejeté au seuil alpha de 5%. Ici, l'hypothèse est unilatérale, puisqu'on cherchera à savoir si le score moyen est inférieur à la moyenne régionale, et donc c'est une hypothèse qui est orientée. La première étape pour réaliser le test Z est d'abord de poser les hypothèses statistiques. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le score moyen de notre échantillon, est-ce qu'il est inférieur à la moyenne régionale ? Selon H0, la moyenne de cet échantillon est égale à 102.
Selon l'hypothèse alternative, la moyenne de cet échantillon est inférieure à 102. Comment procéder au calcul de la valeur de décision, c'est-à-dire comment procéder au calcul de la valeur du Z? Eh bien ici, nous utiliserons cette formule tout simplement pour obtenir la valeur de décision. On prendra simplement la valeur de l'échantillon x bar moins la moyenne de la population mu divisé par sigma sur racine de n. Et donc ici, si nous appliquons cette formule avec les données de notre exemple, nous obtiendrons un z égal à moins 1,90. Nous avons donc, grâce à cette formule, standardisé la moyenne de l'échantillon. Pour prendre une décision au seuil alpha de 5%, nous nous référons aux règles suivantes. Lorsqu'on a une hypothèse H1 qui est unilatérale, eh bien, nous rejetterons l'hypothèse nulle H0 lorsque le Z que nous venons de calculer, considéré en valeur absolue, est supérieur à 1,64. Et nous rejetterons H0 lorsque nous avons une hypothèse bilatérale si le Z que nous venons de calculer, considéré en valeur absolue, est supérieur à 1,96. Ici, considérer le résultat de mon Z en valeur absolue, c'est simplement faire abstraction du signe moins lorsque le signe moins est présent. Ici, notre hypothèse est unilatérale. Nous considérons donc la première règle pour prendre une décision. La valeur absolue du Z que nous venons de calculer est donc de 1,90, et donc 1,90 est supérieur au Z critique de 1,64. Ça veut dire que nous pouvons rejeter H0 au seuil alpha de 5% pour une hypothèse unilatérale, et donc on pourra conclure le résultat du test est donc significatif, les scores obtenus donc par les 37 élèves sont inférieurs à la moyenne régionale. Si jamais on a des difficultés à se rappeler les seuils 1,96 et 1,64, on peut simplement opter pour une autre stratégie. On peut simplement aller dire la probabilité qui est associée au Z que nous avons calculé. Pour un Z de 1,90, on va aller regarder donc dans la table de la loi normale unilatérale, nous allons trouver une proportion de 0,02 c'est-à-dire si on multiplie par 100 cette donnée-là, ça veut dire donc 2,87%. 2,87% est inférieur à 0,05 ou 5% et donc H0 peut être rejeté. Ici, on remarque que, évidemment, plus le Z est élevé, plus la proportion associée dans la table de la loi normale va diminuer. On remarque que pour tous les Z qui sont plus grands que 1,64, les proportions dans la table de la loi normale, dans sa version unilatérale, sont inférieures à 0,05 ou inférieures à 5%. De la même façon, pour tous les Z qui sont supérieurs à 1,96, les proportions dans la table de la loi normale dans sa version bilatérale sont aussi inférieures à 0,05, autrement dit 5%. Prenons un exemple avec la table dans sa version unilatérale. Dès que la valeur du Z sera plus petite que 1,64, eh bien nous allons rejeter H0 puisque les proportions donc sont supérieures à 5%. Dès que la valeur du Z va augmenter, eh bien les proportions correspondantes vont devenir inférieures cette fois-ci à 0,05, soit 5%. Et ici, le test sera considéré comme significatif. Voyons maintenant les étapes pour calculer la puissance du test Z. Alors, nous avions les données suivantes. La première étape consistera à déterminer pour quelle valeur de Z nous allons rejeter H0. Dans cette étape, on va chercher la valeur de Z correspondant à alpha. Il s'agira donc de regarder à l'intérieur de la table, unilatérale ou bilatérale en fonction de l'hypothèse, la proportion qui nous intéresse ou qui s'en approche le plus, et lire le Z qui est associé à cette proportion. Notre hypothèse était unilatérale, elle était orientée dans le sens négatif. On voulait savoir effectivement si les scores que nous avons relevés sont inférieurs à 102. Et donc, on mettra toute l'aire correspondant à alpha sur le côté gauche de la courbe. En allant voir dans la table de la loi normale, on pourra voir que la valeur Z qui correspond à une proportion de 5% unilatérale est de 1,64. Effectivement, à la proportion 0,05, soit 5%, on peut lire Z égale 1,64 dans la table. Pour trouver cette valeur de Z, j'ai fait défiler les proportions dans la table, j'ai trouvé celle qui se rapprochait le plus de la proportion visée et j'ai lu le Z qui correspondait à cette proportion. Nous avons donc trouvé la valeur Z correspondant à alpha égale 5% unilatéral. Nous pouvons l'ajouter à notre schéma. À ce stade, on peut déjà dessiner la distribution sous H0. Puisque nous voulons savoir ici si les scores de ces élèves sont inférieurs à la moyenne nationale, nous plaçons alpha du côté gauche. L'échantillon aussi sera placé à gauche. Et Z devient donc négatif puisque tous les Z prennent nécessairement une valeur négative du côté gauche. Notons que si nous voulions savoir si des scores sont supérieurs à la population, nous aurions dû placer alpha du côté droit. L'échantillon aussi aurait été placé à droite et Z serait resté positif. L'étape 2 consiste à réexprimer le seuil alpha en score brut. On se demande ici, par rapport à mu, la distribution sous H0, à quelle valeur brute correspond un Z de moins 1,64.
Alors oui, affichons notre courbe. On sait qu'on peut opérer le changement d'un score brut en Z en appliquant la formule suivante. Moyenne de l'échantillon, moyenne de population divisée par sigma sur racine de n. Mais on peut aussi revenir à un score brut X à partir d'un score Z en appliquant la formule suivante. Le score brut sera égal à Z fois sigma sur racine de n plus mu. Alors avec les données de notre exemple, on obtient un X égal à 93,37. Nous avions donc le seuil de rejet de H0 exprimé en valeur Z moins 64, nous pouvons maintenant l'exprimer également en termes de score brut. Ici, on va rejeter donc H0 l'hypothèse nulle si la moyenne de l'échantillon considéré en score Z et en valeur absolue est supérieure à 1,64 ou alors si X bar, la moyenne de l'échantillon, est inférieure à 93,37. Le seuil alpha donc a été traduit simplement en valeur brute et nous pouvons ajouter cette information sur la courbe. Ça correspond donc à X alpha, c'est-à-dire le seuil alpha retraduit en valeur brute. Pour les étapes suivantes 3 et 4, on va ajouter la courbe sous H1 à notre schéma. On sait que la moyenne de l'échantillon est de 92 et donc sera inférieure à alpha puisque la valeur brute de alpha, on vient de la déterminer et elle est égale à 93,37. Le résultat du test Z au même seuil était d'ailleurs significatif justement parce que la moyenne de l'échantillon était inférieure à alpha. On pourra donc placer X bar, la moyenne de l'échantillon, quelque part après X alpha. Tel que par exemple ceci. On peut maintenant ajouter le reste de la distribution H1. Et puis les étapes 3 et 4 consistent à se centrer maintenant sur la distribution sous H1. Et ce qu'on veut connaître maintenant, c'est la proportion qu'il y a avant et après le seuil alpha, en sachant que tout ce qui va se rapprocher le plus de la distribution H0 correspondra au pourcentage d'erreurs de type 2. Ça correspondra à bêta. Puisque, à partir de là, on n'a pas rejeté H0, on a dit donc qu'il n'y avait pas d'effet significatif. Si H1 était vrai, s'il y avait effectivement un effet dans la réalité, il s'agit bien d'une erreur. Et tout ce qui va s'éloigner le plus de la distribution sous H0 correspondra à la puissance, c'est-à-dire 1 moins bêta. Ça correspond donc ici à l'aire en vert sur notre schéma. Ici, on rejette H0, c'est-à-dire qu'à partir de là, pour ce seuil alpha, on dit qu'il y a un effet significatif. Et si H1 était vrai, s'il y avait effectivement un effet dans la réalité, il s'agit du niveau de puissance, c'est-à-dire la probabilité de bien détecter un effet quand il existe. Il ne nous reste donc plus qu'à savoir la proportion existant avant et après alpha, et donc à attribuer cette proportion soit à l'erreur bêta, soit à la puissance. Pour cela, il faut qu'on obtienne ce qu'on a appelé Z bêta. Il faut donc qu'on transforme la valeur brute de X alpha en valeur de Z, mais cette fois-ci par rapport à la moyenne de l'échantillon. Nous allons donc standardiser cette valeur comme d'habitude avec la formule X alpha moins X bar divisé par sigma sur racine de n. Et donc nous obtenons le résultat suivant, soit un Z bêta égal à 0,26. Le résultat ici est positif puisque 93,37 est supérieur à la moyenne de l'échantillon. Ce score est donc situé à plus 0,26 écart type de la moyenne. Nous pouvons donc ajouter cette information à notre schéma. L'étape 4 consiste à obtenir les deux proportions, bêta et 1 moins bêta, c'est-à-dire la probabilité de commettre une erreur de type 2 et le pourcentage de puissance associé au test. Il faut donc, pour cette étape, se reporter à la table de la loi normale centrée réduite dans sa version unilatérale, puisque l'hypothèse ici est unilatérale. Alors ici, la proportion qui est associée à un score Z de 0,26 est de 0,39743, c'est-à-dire 39,74%. Il ne nous reste plus qu'à nous demander si ce pourcentage que nous venons de trouver, 39,74%, est-ce que ça correspond à la partie droite de notre schéma ? Nous avons dit précédemment que dans cet exemple, cette partie étant la plus proche de la distribution sous H0, ça correspond à l'erreur bêta. Ou est-ce que ça correspond à la partie gauche du seuil alpha dans notre schéma ? Nous avons dit précédemment que dans cet exemple, cette partie était la plus éloignée de la distribution sous H0 et donc que ça correspondait à la puissance du test. Ici, 39,74%, ça correspond à la partie droite d'alpha, et donc à l'erreur bêta. Pourquoi ? Parce que quand le Z est positif, la table de la loi normale nous donne la proportion d'individus depuis la valeur seuil jusqu'à l'extrémité droite de la distribution. A l'inverse, quand le score Z est négatif, même s'il est égal à moins 0,001, la table de la loi normale nous donne la proportion d'individus depuis la valeur seuil jusqu'à l'extrémité gauche, jusqu'à l'extrémité négative cette fois-ci de la distribution.
Ici, nous sommes donc dans ce cas de figure où le z étant positif, nous aurons donc la proportion qui sera à droite du seuil. Ça correspond à l'erreur bêta dans cet exemple. Bêta égale donc 39,74%. Pour obtenir l'autre partie de la courbe qui correspond dans cet exemple à la puissance qui est le plus éloignée de la distribution sous H0, eh bien il nous reste qu'à calculer la proportion complémentaire en prenant l'ensemble de la courbe 100% moins ce que nous venons de calculer qui correspond à bêta moins 39,74% et nous trouvons 60,26%. La puissance, dans cet exemple, est égale à 60,26%. Nous pourrons conclure en rédigeant ceci. Si dans la réalité, il y avait vraiment un effet significatif, nous aurions plus de 60 chances sur 100, autrement dit 6 chances sur 10, de rejeter l'hypothèse nulle avec raison, en ayant admis un seuil alpha à 5%. Et donc, nous aurions presque 40 chances sur 100 de ne pas détecter que les scores des 37 élèves étaient bien différents du reste de la région. Pour résumer, l'erreur bêta donc est estimée dans notre exemple à 39,74%. Bêta consiste ici à ne pas rejeter H0 alors qu'elle est en réalité fausse. Cela revient à ne pas conclure que le test est significatif quand une différence existe en réalité. On se rappelle qu'on décide de rejeter H0 dès lors que x bar, la moyenne de l'échantillon, est inférieure à 93,37. Dès lors finalement que la moyenne de l'échantillon s'écarte suffisamment de mu, la moyenne de la population. Et donc, nous n'allons pas rejeter H0 si x bar, la moyenne de l'échantillon, est plus grande que cette valeur. Bêta correspondra donc à la probabilité que x bar, la moyenne de l'échantillon, prenne une valeur qui est supérieure à 93,37. La puissance, dans notre exemple, était estimée à 60,26%. La puissance consiste à rejeter H0 quand elle est en réalité fausse. Cela revient donc à conclure que le test est significatif quand une différence existe bel et bien en réalité. On rejettera H0 dès lors que la moyenne de l'échantillon est donc inférieure à 93,37 et la puissance 1 moins bêta correspondra donc à la probabilité que x bar prenne une valeur qui est inférieure à 93,37.